par les caresses de l'océan, comme une amante fidèle ourlant l'est du plateau central de France de son doux baiser maritime. Puis vint l'ère quaternaire, laissant place à un ballet de glace et de chaleur, comme une danse intemporelle. Les glaciers recouvrirent les terres du nord de l'Europe, ainsi que les montagnes majestueuses des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, et les nôtres par la même occasion. Les rivières, enfantées par la fonte des glaces, dévalèrent les montagnes telles des torrents d'argent, sculptant des vallées profondes, laissant en leur sillage des alluvions riches comme des trésors, des vestiges d'une époque oubliée et des légendes gravées dans les pierres. Arrêtons-nous un instant sur la Saône, qui a porté 1000 noms au fil des âges. Ara, Sokona, Saouguna, Son, Sogne, Soed, Soosne. Comme une muse capricieuse, elle a laissé son nom s'évaporer dans l'air du temps pour devenir Saône. Les alluvions anciennes, telles les mémoires enfouies de la terre, ont continué leur avancée, jusqu'à ce que les collines de Lyon les arrêtent, créant ainsi un gigantesque lac, le lac Bresson, où les eaux se sont hissées à 320 mètres, noyant nos terres sur ce merveilleux liquide qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Même les sommets les plus hauts, comme les Deschamps, à 278 mètres, se sont inclinés devant la puissance des eaux. Dans les strates de ces alluvions, nous pouvons lire l'histoire de notre sol. Une fresque où se mêlent l'âge de bronze, l'ère celte et la grandeur de la civilisation romaine. C'est comme si la Terre avait conservé les secrets de tous les âges. La Saône, ce fleuve majestueux, est un acteur incontournable de notre paysage naturel. Elle a inspiré les poètes, tel le témoin silencieux des premiers pas de l'humanité, comme en attestent les silex scintillants découverts dans nos vignes, des reliques d'un temps où l'homme lui-même était un rêve en devenir. Puis vint l'époque gauloise et gallo-romaine. Jusqu'au 5e siècle de notre ère, la Saône demeura un élément constant de cette histoire, jouant un rôle majeur en tant que voie d'accès. C'est par cette voie que l'on vit débarquer les fameuses légions de Jules César. Ave César. Puis vint l'ère des Burgondes, un peuple d'origine scandinave. Ce que l'on peut retenir de cette période, c'est l'introduction de parcelles agricoles de taille suffisante pour une famille, les manses, qui sont à l'origine du métayage. Au Moyen-Âge, les habitants de Guinchay connurent des temps plus difficiles, les impôts, les catastrophes naturelles et les ravages de la guerre des Acadiens. Mais laissons là ce récit amer. Et le divin. En 2 mots, bien sûr. Le vin a une histoire riche et ancienne, remontant à l'Antiquité. On attribue aux Phéniciens la première introduction de vigne sur le territoire de la Gaule, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Le cru Juliena tire d'ailleurs son nom de Jules César. Ave César. Après Jésus-Christ, suite à une récolte de vignes abondante pour une récolte de blé chétive et misérable, l'empereur Domitien ordonna l'arrachage de toutes les vignes en Gaule. Ce n'est qu'en 281 que l'empereur Probus a rendu aux Gaulois la possibilité de replanter des vignes. Eureka!
elles sont devenues rapidement une source de richesse et de fierté. Qui suit les vallées du Rhône et de la Saône, a transporté des soldats romains vers la région à partir du IIe siècle. Il existe des vestiges de vignobles romains sur la côte de Brouilly, appelée Bruliacus par les Romains, ainsi qu'à Morgon. Les premiers documents écrits qui mentionnent le village remontent à cette période. Nous aurions aimé vérifier l'histoire de ce seigneur ou général romain répondant au nom de Quintus ou Quintio, qui aurait créé sa petite exploitation agricole. Oui, notre Quintus, Mordicus, a pris racine dans ces lieux. La Villa Quintus devient au fil du temps et d'altérations successives Quinches, Quinchet, puis Guinchet. On trouve de 1121 à 1143 le terme Guinchéville, village avoisinant la grange de Thoiria à Crèche. Pendant les invasions sarrasines au IVe siècle, la ville de Quintio, ou Quintus, fut abandonnée et pillée, forçant les colons qui l'exploitaient à fuir pour sauver leur vie. En l'an 907, un homme pieux de noble lignée nommé Théote Grinus a demandé l'autorisation d'ériger une petite chapelle sur ses terres, à l'emplacement actuel de Guinchet, juste en face de l'église qui allait devenir l'église paroissiale. C'est Gérald, l'évêque de Mâcon, appelé Matisco à l'époque, qui a accordé cette autorisation. Lorsque la chapelle fut construite, Gérald vint, le 7 des calendes d'octobre 907, pour y effectuer une consécration solennelle, placée sous le patronage de Sainte Marie. C'est ainsi que la chapelle Sainte-Marie de Guinchet est devenue par abréviation la chapelle de Guinchet. Mais revenons vers ce fabuleux breuvage, le Beaujolais, trésor des vignobles, le Gamay, cépage noble sans vol. Originaire de Saint-Aubin, dit-on, au hameau de Gamay en Bourgogne, il trouve son nom. Sa richesse, sa grâce, sa diversité, dans chaque verre, une réalité. Les saveurs dansent, un festin en bouche, le Beaujolais, élixir, fait sa ronde. Comme c'était souvent le cas dans les vignobles de France, les moines ont joué un rôle clé
dans le maintien et le développement du vignoble après le départ des Romains à partir du 7e siècle. À cette époque, la région du Beaujolais était intégrée au duché de Bourgogne. Mais Beaujolais trouve son origine dans la petite ville de Beaujeu, située à l'ouest de la région. Ce fameux gamay était très répandu dans toute la Bourgogne moyenâgeuse, jusqu'en 1395, date où Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, ordonna l'arrachage du cépage, de la Côte de Nuit à Mâcon. En tout cas, quelle que soit la raison de cette décision, le duc, sans qu'il le sache, aura influencé et dessiné le vignoble du Beaujolais, que nous connaissons aujourd'hui. Le Beaujolais, 20 ans célébré, à travers les âges, toujours aimé, le gamay, perle des vignes sacrées, dans chaque gorgée, un trésor enchanté. Au creux de cette époque de règne féodal, trois pouvoirs cohabitent en harmonie plus ou moins discrète. Le seigneur rend hommage à son souverain, règne sur ses sujets, noble gardien de sa paroisse, érige sa foi de son vivant et a pour dernière demeure cette église comme un témoin silencieux du temps. Le curé, voix sacrée des âmes en prière, tisse des liens de vie, d'amour et de lumière. Naissance, mariage, tristesse de la fin. Entre ses mains, il certifie le destin de chacun. Et le pouvoir municipal, ou le peuple en assemblée. Aux offices du dimanche, l'union consacrée, syndic, échevin, consul sont élus. Unis dans cette paroisse, l'harmonie est le fruit béni. Au fil des âges, l'église de la chapelle de Guinchet, telle une page d'histoire, a vu se succéder des chapitres de construction et de transformation. Comme vous l'avez compris, tout a commencé en 907 avec la modeste chapelle érigée en humble prière. Le temps a écrit en lettres de pierre une nouvelle église, romano-ogivale, à la fin du XIe siècle. Le chœur et la nef, témoins silencieux du passé, ont traversé les siècles. En 1662, l'église trop étroite a ouvert son cœur pour accueillir davantage de fidèles. Mais son âme romane, le chœur, l'abside et le clocher sont restés inchangés. En 1716, l'église de la Chapelle est décrite comme l'une des plus belles de la région. Le balai des premières élections municipales s'entame, donnant vie au conseil général de la commune. Claude Lapierre, propriétaire et géomètre d'Arroux, s'élève en tant que premier maire. L'élu orchestre la destinée d'une nouvelle ère locale. Sous le ciel du 14 juillet, une marée humaine, 6000 arbres, convergent vers la montagne de Raymond, sur la commune de Chény, tissant un serment civique et fédératif, telle une symphonie de promesses partagées.
Le curé de la chapelle, épris de cet esprit civique, prononce à son tour le serment sacré. Puis, en 1793, les vents de l'abolition du culte balayent les édifices sacrés, réduisant en cendres autels, croix, portraits et confessions, tissant le récit tumultueux de la Révolution, souhaitant effacer les traces du divin. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Le cimetière, jardin de mémoire, a migré en 1824, laissant la place à de nouveaux rêves. En 1828, la nef a grandi à nouveau, fusionnant le gréco-romain avec le roman. Et en 1830, la place de la chapelle s'est épanouie sur le parfum de l'ancien cimetière. En 1876, une religieuse du Saint-Sacrement d'Autun crée l'asile Ferré qui porte son nom. De nos jours, la maison de retraite du Bocage a pris la suite. Puis, en 1880, une nouvelle église est née, avec un souffle de modernité, effaçant les vieilles pierres. Les secrets cachés par le temps sont révélés. Une coupole, un clocher carré, des ouvertures murées et un deuxième étage énigmatique. L'abside, en forme de demi-lune, dévoile une croisée cintrée, tandis que le grand arc, après avoir perdu sa couche de plâtre, révèle le plein cintre brisé du XIIe siècle. Dans ce récit d'antan, nous découvrons un tombeau de noblesse. Une dame Claude de Luny repose depuis 1620, inscrivant sa mémoire dans les pierres séculaires. Depuis 1906, l'église de la chapelle de Guinchay tisse son histoire avec la commune. Malgré des rêves grandioses, les ressources contrarient les plans, privant l'église de son clocher pendant un demi-siècle. Le rêve s'élève enfin, et de pierre, l'église s'embellit de son clocher. De 1940 à 1950, les tympans d'entrée se parent de sculptures merveilleuses. En 2010, le conseil municipal décide de réveiller l'église, offrant une nouvelle toiture, une palette de couleurs au clocher, une façade nette et des normes électriques modernes. Le 16 octobre 2010, l'église devient un poème ouvert sur le temps. Chaque pierre révèle un secret. Chaque page raconte une époque. Ce joyau ogival du XIIIe siècle, source de fierté pour les habitants, enchante les visiteurs par sa beauté intemporelle. Vous vivez dans une merveilleuse région, bordée par le Val de Saône et les monts du Beaujolais. J'espère que cette balade temporelle qui parle d'hier et un peu d'aujourd'hui laissera imaginer à nos générations futures la possibilité d'un avenir radieux. La chapelle de Guinchay, un nom qui résonne comme un écho, qui rend son âme des cieux, des étoiles et des songes. Un clocher fier, qui s'élève comme pour défier le temps et toucher les étoiles, éternellement.
l'origine du contenu de ce document sonore. La chapelle de Guinchet et ses hameaux de François Perrault et la chapelle de Guinchet d'hier et aujourd'hui de Georges Bourdin et de Paul Lespinasse. Un grand merci à Alain Linossier, président du comité des fêtes, et à son équipe pour cette idée originelle et sa confiance. Un grand merci également à Monsieur le maire, Hervé Carreau, les adjoints, le conseil municipal et les employés municipaux pour la mise en œuvre de la sécurité et les moyens techniques mis à notre disposition. Un très grand merci au père Pierre Dossy. Merci également à Charline Gauthier, chargée de communication de la commune. Écriture, enregistrement, mise en musique du support, création lumière, installation technique et régie générale, Thierry Relachon, BLS Events. Comédien voix off, Roland Haussmann. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée.